Il y a pas si longtemps, le youtubeur Sofiane a sorti une vidéo où sa communauté a élu le meilleur combat d'animé selon elle. Et spoiler alert, le gagnant, ça a été Gaara contre Rock Lee. Et moi je suis pas expert en animé, mais s'il y a un truc que je sais en tant qu'auteur, c'est qu'un combat, c'est pas juste une jolie chorégraphie. Alors aujourd'hui on va revenir sur ce tournoi et sur les combats d'animé de manière générale, parce que le meilleur combat de manga n'est pas celui que vous croyez. T'as cliqué sur cette vidéo parce que t'es pas content du tournoi ou parce que tu t'attends à du clash, ça doit faire 20 ou 30 secondes que tu me regardes et je t'ai toujours pas dit quel était le meilleur combat d'animé. Alors tiens, voilà, maintenant je ton attention. C'est quoi un bon combat? Dans une fiction, un combat c'est l'affrontement entre deux personnages. Ça peut se présenter de plein de manières différentes. Un affrontement au point dans un sport, aux échecs ou même par les idées. Les deux personnages qui s'affrontent ou les deux camps doivent avoir une idée divergente. Par exemple, dans le film Real Steel, où on suit des combats de boxe de robots dans Le Futur. Le robot du héros s'appelle Atom et l'ennemi final Zeus, littéralement la plus petite chose de l'univers, contre le dieu des dieux de la mythologie grecque. On fait difficilement plus clair comme intention. C'est évidemment mieux s'il y a une jolie chorégraphie, et c'est encore mieux si on est impliqué émotionnellement parlant. Par exemple, le deuxième combat entre Griffiths et Guts, celui dans la neige, c'est pas une chorégraphie de fou, mais on est tellement impliqué dedans que ça en fait l'un des plus grands combats de tout le manga, et encore plus quand on sait ce que ce combat provoque par la suite. Maintenant qu'on sait ce qu'est un bon combat, j'aimerais qu'on revienne sur le gagnant du tournoi, Rock Lee contre Gaara. Pourquoi est-ce qu'il a gagné le tournoi? À part la nostalgie, je veux dire, qu'est-ce qui raconte ce combat? Pour ceux qui ne connaissent pas ce combat, c'est le trope habituel du génie contre le raté. Rock Lee, c'est un ninja qui ne maîtrise aucune autre technique que le taijutsu, c'est-à-dire le combat au corps à corps. Gaara, lui, c'est le génie du combat, il possède de très puissantes techniques et comme Naruto, un démon à queue. Le combat est couru d'avance, on sait que Rock Lee va perdre jusqu'au moment où arrive la scène. Chaque grand combat a ça. En plus de raconter quelque chose de fort, il a une scène culte. Gohan contre Cell, par exemple, a le Kamehameha père-fils, le moment où Gohan accepte le passage de bâton de son père et devient le sauveur de la Terre. Et Rock Lee contre Gaara à ce moment. Une fois ses poids retirés, Rock Lee arrive à prendre de vitesse Gaara et même le toucher. Pourtant, il n'arrive pas à passer au travers de son armure de sable. Il utilise alors son dernier joker, la technique des 8 portes, la seule et unique technique qu'il maîtrise. En ouvrant les différentes portes régulant son chakra, Rock Lee devient plus fort. La 8ème s'appelle Porte de la Mort, car une fois ouverte par un shinobi, celui-ci meurt quelques instants après, mais devient en échange le plus puissant shinobi du monde. Lee en ouvre donc 5 et arrive à blesser Gaara. Enfin, c'est ce qu'on croit. Gaara n'a même pas une égratignure. Pire même, Rock Lee est grièvement blessé. Tant même grièvement blessé, Rock Lee est debout, inconscient, mais toujours prêt à se battre. Et c'est ce combat qui a gagné le tournoi des meilleurs combats d'animé. Donc lui, le meilleur des combats, le plus fou des combats. Et bah, si je vous disais que 10 ans auparavant, il y avait eu le même combat. Dans Hajime no Ippo, l'arc de l'exécution est l'un des préférés des fans. On suit Kimura, un pote de Hippo et boxeur de seconde zone, qui a la chance d'affronter Mashiba, un ancien adversaire de Hippo. Très bon boxeur et champion de sa catégorie, c'est une exécution parce que Mashiba est beaucoup trop fort. Et parce que Kimura annonce qu'il va arrêter la boxe s'il perd. L'affiche du combat, c'est littéralement ça. Pourtant, même quand ses amis se moquent, Kimura reste confiant. Quand il monte sur le ring, il soutient le regard de Mashiba et le combat dure. Kimura n'arrive pas à placer un seul coup, mais il refuse de tomber. Et alors qu'on pense le combat terminé, qu'il ne peut plus rien faire. Tout comme Rock Lee, Kimura sort une nouvelle technique. Il surprend le spectateur, parce que même après avoir été emmené au sol, il se relève prêt à continuer. Il effraie même Mashiba, qu'on appelle la faucheuse. Il fait littéralement peur à la mort. Mais finalement, le combat est arrêté. Comme pour Rock Lee, il est debout, mais inconscient. C'est littéralement le même combat. La seule différence, c'est qu'on connaît Kimura depuis 300 chapitres et pas 20 comme Rock Lee. Ok, il n'y a pas les poids qu'on retire, mais ça a été fait 20 ans plus tôt dans Dragon Ball, et Hippo le reprendra même plus tard, mais c'est une autre histoire. Donc, à part faire mon hipster de merde en mode « Ouais, hein, mais Naruto en fait ça invente rien », qu'est-ce que j'essaye de dire? Que même un combat qui n'invente rien peut très bien l'exécuter. En l'occurrence, Rock Lee contre Gaara fonctionne très bien grâce aux autres combats. Dans le même arc, on a Naruto contre Neji, un autre combat du raté contre le génie, et cette fois c'est Naruto qui l'emporte. Est-ce que cependant ça en fait le meilleur combat d'animé de tous les temps? Je pense pas. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va voir un top 5 des meilleurs combats d'animé selon moi. Mais avant de commencer, quelques mentions honorables. La moitié des combats de Naruto. Si pendant le tournoi il y a une dictature Naruto, c'est qu'il y a une raison. Presque tous les combats sont vraiment excellents. Si Kishimoto était à peine plus fin dans ce qu'il voulait raconter par moment, ce serait effectivement les meilleurs combats de tout la Japanimation. Numéro 5, Garp contre Aokiji, laissez place à la nouvelle génération. One Piece, c'est certainement le plus grand manga de tous les temps. Son monde, ses personnages, son histoire, ses pouvoirs, tout est incroyable, sauf les combats. Les combats de One Piece sont sympathiques, mais ça n'a jamais été le top du top. One Piece c'est bon partout, mais n'excelle pas non plus. Mais ce serait être de mauvaise foi que de dire qu'il n'y a pas de combat qui est incroyable. En l'occurrence, c'est le cas d'un combat assez récent, celui de Garp, le grand-père de Luffy et héros de la marine, contre Aokiji, l'ancien amiral et élève de Garp.
Pour vous résumer tout ça, Garp a formé plusieurs membres de la marine, dont Koby, qui a eu droit au plus grand glow-up de One Piece. Celui-ci a été capturé par Barbe Noire, l'antagoniste de l'œuvre. Membre d'une unité spéciale de la marine, Koby ne peut pas être sauvé, mais Garp n'en a rien à faire des règles et va sur la ruche, l'île des pirates. Il y rentre d'une manière explosive et commence à affronter chaque pirate qui croise sa route, jusqu'à tomber sur Aokiji. Lui, c'est un ancien amiral de la marine, terriblement fort et formé par Garp. Il l'a quitté car en désaccord avec la justice de l'amiral en chef. Et désormais, il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. Garp, blessé, va l'affronter dans un violent combat. Et malgré ses 78 ans, le vieux va tenir tête à l'ancien amiral, et ils vont faire jeu égal. C'est alors le moment du flashback. Dans un cours qu'il a donné, Garp demande à ses jeunes élèves qui il faut choisir de sauver entre un bébé et un vieillard. Pour Garp, il faut sauver la nouvelle génération. Alors il met tout en œuvre pour aider Koby à partir. Il finit par perdre et être capturé par son ancien élève qui est obligé de geler son visage pour ne pas pleurer. Ce combat, en plus d'être graphiquement incroyable, montre la philosophie de Garp, prêt à tout pour sauver ses troupes et son élève, même jusqu'à risquer sa propre vie. Parce qu'à ses yeux, il a fait son temps. Il tient tête à des dizaines de pirates, subit des attaques en traite, juste pour permettre à son élève de fuir. Et c'est même un gros tournant dans le manga qui se solde par la défaite du héros en soi. Parce que oui, la plupart des combats qui nous marquent sont des défaites. Rock Lee perd, Garp aussi, Naruto n'arrive pas à vaincre Pain par la force. Et le numéro 4 alors, Meruem contre Netero, l'humain contre l'inhumain. L'animé de 2025, c'est Solo Leveling. Et le combat qui a marqué tout le monde, c'est celui entre son héros et le roi des fourmis. 15 ans plus tôt, Togashi écrivait le combat entre Meruem, le roi des fourmis chimères, et Netero, le président des Hunters. Hunter x Hunter, c'est très difficile à présenter. L'auteur aborde plein de sujets, plein de personnages, tous aussi intéressants les uns que les autres. Dans l'arc des fourmis chimères, on suit le roi des fourmis, Meruem, une créature terriblement puissante. Dans un combat dantesque, Netero affrontera la fourmi. Littéralement, à ce moment, l'affrontement entre les deux plus puissants personnages du manga. Et le combat ne dure même pas 5 minutes. Le roi est trop fort et finit par arracher un bras puis une jambe à l'humain. Et c'est à partir de là que ça a commencé à partir en steak. Parce que Netero s'est fait implanter une bombe nucléaire dans le torse. Quand il meurt, il dit à Meruem qu'il ne connaît rien à la malveillance infinie des humains. Et le roi est pris dans l'explosion. J'ai appelé le roi Meruem, mais c'est quelques secondes avant qu'on entend enfin son nom. Il est humanisé une dernière fois face à un humain qui lui perd son humanité avec une attaque suicide. Meruem survit à l'explosion de très peu, mais il est empoisonné. Acceptant son sort, il ira mourir aux côtés de sa seule amie, Komugi, une jeune fille avec qui il jouait à un jeu. Ce combat super connu met en parallèle l'humanisation d'une fourmi contre un humain qui lui perd son humanité pour gagner. C'est une sorte de match nul. Qui ressort gagnant? Aucun des deux. Qui ressort humain? Meruem. C'est lui qui s'adresse avec respect à Netero, et lui qui ressent des émotions humaines. Mais les combats entre humains et démons, ça peut assez vite être limité. C'est pour ça qu'on arrive au numéro 3, Yakimaru contre son frère, rendre ce qui a été volé. Dororo, c'est un manga écrit par Osamu Tezuka, le papa du manga. Et c'est super vieux. Mais on a eu le droit à une adaptation en animé en 2019 qui est ce qu'elle est. Ok, je déconne. Il y a des moments qui sont vraiment bien animés et les openings sont devenus assez cultes avec le temps. Le combat dont on va parler, c'est le dernier de l'œuvre, celui entre Yakimaru et son frère. Yakimaru, c'est un enfant dont chaque partie du corps a été volé, suite à un pacte fait avec des démons par son père. Recueilli par un prothésiste, il ira affronter chaque démon pour récupérer son corps, le dernier des démons étant celui possédant ses yeux et ayant pactisé avec Taomaru, son petit frère. S'affrontant plusieurs fois au cours de l'œuvre, Yakimaru a toujours eu le dessus, blessant même son frère à l'œil. Leur dernier combat se fera dans un château en train de tomber en ruine à cause des flammes. C'est pas juste un combat fratricide, c'est aussi la conclusion de l'arc des deux frères. Comme Meruem et Netero, l'un est considéré comme un démon et l'autre comme un humain. Pourtant, tout au long de l'œuvre, Yakimaru est sur cette fine ligne entre humain et démon. Prêt à tout pour récupérer les parties de son corps, il évite de tuer des innocents, jusqu'à ce qu'on lui prenne la femme qu'il aime. À ce moment-là, pris dans une rage meurtrière, il décime des soldats, devenant de plus en plus démoniaque. Il est prêt à tout pour récupérer son corps. Et son frère, lui, prêt à tout pour protéger sa région, l'affronte. Il considère son frère comme responsable des défaites militaires. Et il a pas tort, car à chaque démon tué, le pacte qu'avait fait son père se brise de plus en plus, jusqu'à donc arrêter d'offrir protection et récolte abondante sur la région. Le combat montre donc l'hypocrisie et l'égoïsme de chacun, car les deux considèrent l'autre comme responsable. Yakimaru considère son frère comme un obstacle en plus, l'empêchant d'avoir son corps, de vivre pleinement, d'être humain, et Taomaru considère son frère comme le responsable du meurtre de ses amis et de la destruction de la région. Les deux se battent jusqu'à ce que finalement Taomaru accepte la défaite et arrache les yeux du démon. Lui et son frère, dans un sens, collaborent donc pour vaincre le dernier démon, celui qui a pourri leur cœur et la région. Ils détruisent pour mieux reconstruire. Yakimaru peut fuir le château et son frère, épuisé, accepte la mort aux côtés de sa mère. C'est donc, en plus d'un combat fratricide, une question d'humanité. Faut-il l'abandonner pour gagner un combat? Eh bien, la question se pose encore plus pour le numéro 2, Akira contre Ryo, un démon
contre Satan. Dans plein de fictions japonaises, le combat final, le dernier boss, c'est Dieu. Dans Devilman Crybaby, le héros, Akira, est un Devilman, un humain pouvant se changer en démon, mais gardant sa conscience. Au début, malgré le côté gore et sexuel, on s'attend à une histoire classique. Akira va affronter des démons jusqu'à tuer leur chef, non ? Non. Son meilleur ami, Ryo, révèle au monde entier que les démons existent. Pourquoi faire ? Créer la panique chez les humains et les faire s'entretuer. Pourquoi ? Parce que Ryo est littéralement Satan. C'est pas une métaphore ou autre, c'est littéralement Lucifer, l'archange déchu. Quand Akira le comprend, il forme avec les autres Devilman une équipe prête à affronter Satan. On se retrouve alors face à un combat planétaire. Les humains sont devenus des monstres. Ils s'entretuent par méfiance et Akira, par colère, en a tué certains. Le manga nous questionne sur ce qu'est l'humanité. Est-ce qu'Akira est humain car il affronte des démons ? Ou alors est-il monstrueux pour avoir tué des humains ? Quand arrive le combat final, on s'attend à une victoire du héros. Même si la Terre est détruite, le bien a triomphé. Sauf que c'est quoi le bien ? C'est qui le héros de l'histoire ? Tout au long du manga, on se questionne là-dessus. Le manga entier nous questionne sur cette notion, et Akira, aussi fort soit-il, affronte le fils de Dieu, il affronte Satan, et il perd. Ce combat en fait, c'est un affrontement entre deux amis qui est perdu d'avance. Tous les combats qu'on a vus jusqu'à maintenant se terminent par une victoire du bien contre le mal. Garp sauve son élève, Netero tue la menace pour l'espèce humaine, Yakimaru reste humain, mais là c'est une défaite. Et une défaite pour les deux camps. Devilman a eu le droit à une adaptation animée sur Netflix. Elle porte le nom Devilman Crybaby. Akira, tout au long de la série, pleure. Il pleure en se battant, il pleure les gens morts, et Ryo, quand ils sont enfants, se moque de lui car il pleure. Mais dans les derniers instants de leur combat, alors que la Terre est détruite et que Dieu littéralement envoie ses anges sur Terre, Ryo pleure car il a tué Akira, son seul ami. Ce combat est visuellement fou et thématiquement incroyable. On retrouve l'humain contre le divin, les amis qui s'affrontent, la défaite des deux camps. Devilman est très pessimiste vis-à-vis de l'humain. Mais pour ceux qui suivent cette chaîne, vous savez que je suis pas quelqu'un de pessimiste. Alors je peux pas finir une vidéo comme ça. Pour moi, le numéro 1 c'est Goku contre Boo, un univers entier contre le mal absolu. Dragon Ball, c'est le papa du manga moderne. Il se tape tous les jours avec One Piece pour le titre de meilleur manga de tous les temps. Et son ultime combat est l'un des plus grands de tous. Boo, c'est le mal incarné, littéralement. Il n'est fait que de vices. C'est pas le plus fort, Boohan existe, mais il est le plus dangereux. Goku ne pouvant le vaincre, Vegeta gagne du temps pendant que notre héros prépare son ultime attaque, le Genkidama. À ce moment précis du manga, c'est une attaque qui récolte l'énergie de tout l'univers. Des plantes, des êtres vivants, de ceux qui lèvent leurs mains vers le ciel. Et ça forme une immense boule d'énergie. Dans un manga où les combats se règlent en 1 contre 1, là, les personnages s'unissent tous. Et ça comprend même les plus faibles. Oui, il y a les vieux amis de Goku qui lui donnent leur énergie, mais même Monsieur Satan, le plus faible des guerriers, fait preuve de courage et sauve Vegeta. Pour moi, c'est le plus marquant de tous les combats, parce qu'en plus d'inspirer toutes les générations futures de manga, il inspire les gens qui le lisent. C'est la consécration de plus de 10 ans d'écriture. C'est la 3e fois que Goku utilise cette attaque, et cette fois, elle fonctionne. C'est plus juste quelques amis ou une planète qui donne son énergie à Goku. C'est tout l'univers, et même tous les spectateurs. Qui n'a jamais levé ses mains au ciel pour donner son énergie à Goku? C'est littéralement ce que cherche à faire One Piece, rallier les gens. Et cette attaque, ce combat, il transcende son média. C'est plus qu'un combat de manga, c'est tous les spectateurs, tous les lecteurs contre le mal absolu. Voilà pour moi le meilleur combat de manga, celui qui rallie personnages et spectateurs. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Évidemment, elle souffre du fait que je suis pas un expert en manga, en animé, alors c'est là où vos commentaires peuvent être super utiles. Partageons cette passion qui nous unit. Mon roman est disponible en description, n'hésitez pas à laisser un like, vous abonner. Bisous!